25 au lendemain de la signature de l'accord de Washington entre le président de la République démocratique du Congo et le président rwandais, l'entérinement bien sûr de l'accord signé le 27 juin dernier entre le ministre des Affaires étrangères de deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et bien, l'émission d'aujourd'hui, le magazine Kiosque d'aujourd'hui sera consacrée à l'analyse à fond de cet accord signé. Nous allons scruter cet accord avec nos invités, les non-dits de cet accord, tout ce qui a entouré la signature de cet accord hier à Washington, aux États-Unis, en présence du président américain Donald Trump. Quels sont les non-dits, toutes les communications comme on dit. Nous allons donc parler de ce qui a entouré la signature de cet accord avec nos invités. Vous savez que cet accord a trois volets. Le volet paix, le volet intégration économique et régionale, aussi l'accord de partenariat stratégique. Nous allons en parler avec nos invités. Merci de suivre ce numéro des kiosques après ces dates historiques, bien sûr, et la signature de cet accord. Nous recevons pour vous Nico Faye Mbikai, Philippe Kazadi, Gérard Limba et Serge Tseka. Vous aurez donc leurs analyses par rapport à ce sujet principal que nous avons retenu ce matin. Merci de nous suivre. Gérard Limba, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à tous les co-débatteurs, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ça a été toujours un honneur, un plaisir de recevoir l'invitation du kiosque. Cette grande tribune des débats et des analyses, c'est vraiment un honneur. Je profite de saluer aussi tous ceux qui nous suivent par la voie des ondes. Je vais parler des RALIC. Donc ensemble, nous allons partager des commentaires, surtout par rapport à cette actualité dominante qui est la signature de l'accord de Washington, qui, en tout cas à mon sens, je peux déjà dire que c'est une victoire pour la RDC. Nous avons tant entendu ces moments. Voilà, les moments M est arrivé. Aujourd'hui, je pense que les agresseurs, les adversaires n'auront plus de prétexte à brandir pour dire n'importe quoi. Donc voilà un peu, comme on dit d'entame, ce que je peux donner comme introduction. Merci madame. Merci Gérard Limba. Nico Faye Mbikai, bonjour. Bonjour estimé. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs. Je salue CCTV en général et les kiosques particuliers. Tellement que nous avons beaucoup à dire, on n'a pas le temps à perdre. Je m'en vais vite procéder. Je m'en vais vite procéder. Que mon peuple retient que ça fait plus de 261 jours depuis que les moutistes et leurs enfants nous ont fait perdre la vie de Mounagana. Mounagana, vous savez, je l'ai prise à titre symbolique, étant donné qu'elle a été la première grande agglomération à être occupée par les 311 jours depuis que la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, a connu le même sort, même situation, 291 jours, vous m'excusez, parce que Goma et Bukavu, il y a eu un écart de 20 jours, il y a eu une erreur matérielle. 291 jours pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu, et jour J plus 1, et les amis sont en train de jubiler pour ce qu'on appelle accord de paix. Mais ils ne disent pas qu'accord économique. 705 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont mis dans cette situation dont on ne sait pas nommer. Vous êtes sans ignorer qu'en 2019, il y a eu la remise révise à 24, les mandats étant de 5 ans. On se pose la question comment expliquer qu'on assiste à une cérémonie le 20 janvier 2024.
535 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo, 6 ans et 338 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier les défilés d'indépendance, et 17 jours depuis que dans une république, dans une ville, il y a presque plus de routes. On contrôle, on fait les contrôles, on procède au contrôle technique et on barricade les routes pour les permis de conduire. Merci, Nico Faye. Philippe Kazadi, bonjour. Bonjour madame, je salue tous les co-débatteurs, je salue le peuple congolais qui nous suit à travers le monde. Comme d'habitude, j'ose croire que nous apporterons notre matière grise pour essayer d'élucider l'actualité selon différents angles pour permettre l'édification des Congo forts et prospères. Merci. Voilà, je reste avec Philippe Kazadi. Quels sont les sentiments que vous avez ce matin après la signature de cet accord? Parce qu'on a suivi le secrétaire de l'Union sacrée des Nations qui a appelé la population à y accueillir le chef de l'État à l'aéroport. C'est un sentiment de joie que la population devra exprimer selon lui. On peut déjà dire que c'est une victoire. Quel sentiment vous avez ce matin après la signature de l'accord? En tout cas, madame, s'il en est ainsi, que le secrétaire de l'Union sacrée ait fait ça, moi je crois qu'on ne prend pas la mesure de la chose. Il faut que nous soyons réalistes pour dire que les accords internationaux sont exécutés de bonne foi. Et au regard du scénario auquel nous avons assisté hier, je ne peux pas me réjouir qu'il y ait bonne foi dans le chef de Paul Kagame, particulièrement pas celui qui est l'agresseur, pour que cet accord soit exécuté. Madame, vous savez, on dit que la forme détermine le fond, ou mieux, la forme vaut plus que le fond. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que hier, de ma formation de communicologue, j'ai essayé de lire les non-dits, ce qui n'était pas dans le discours, pour essayer de me projeter sur l'avenir. Quand vous regardez l'attitude de Paul Kagame, de Félix Tshisekedi, notre président, et de Donald Trump dans la salle, vous pouvez bien vous rendre compte qu'il n'y a qu'une personne qui était contente. Ah bon? C'est Donald Trump. C'est Donald Trump. En tout cas, je n'ai pas vu un Paul Kagame heureux d'avoir signé cet accord. Oh, il souriait au contraire. Encore moins Félix Tshisekedi. Je n'ai pas retrouvé notre Fachi. Mais Philippe, Paul Kagame, on a vu les images tous ici. C'est lui. C'est ma lecture. C'est lui qui souriait. C'est ma lecture. Et on parle d'accord de paix. Il y en a 3 volets, nous allons en parler. Mais le volet primordial, c'est le volet paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas le volet économique, il restera lettre morte. S'il n'y a pas de paix, le volet stratégique là de l'accord RDC-États-Unis restera lettre morte. Donc, c'est le volet paix qui prime. Maintenant, regardez les 2 acteurs qui ont signé l'accord de paix. Quelle était leur attitude? J'ai encore revu l'image de Gentilin Ngobila et Godem Poyi, alors président de l'Assemblée provinciale. Ici, lorsqu'on les a fait une réconciliation masquée ici. Eux d'ailleurs, ils se sont serrés la main. Mais comment expliquer? Je n'arrive pas à comprendre que 2 chefs d'État qui ont été reçus séparément par Donald Trump ne se sont même pas salués. À la limite, ils ne sont même pas fixés le regard. Et dans notre mémoire des Congolais, on peut bien se rappeler de négociations entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila à Outenika. Ils ne se sont même pas regardés, ils ne se sont même pas salués. Est-ce que ça aboutit à une paix? Je crois que jusque-là, nous avons assisté à quelque chose qui, sur la lettre, paraît promettre quelque chose, mais dans le fort intérieur des acteurs qui doivent exécuter cela, ça n'a rien à voir avec la paix. Bien au contraire. Cette attitude-là, ça sous-entend tout ça. Pour moi, ça sous-entend une pression que l'un et l'autre avaient reçue
de la part de Donald Trump pour dire mais non, on est déjà là, on ne peut pas passer outre. Et moi je crains qu'on ait même découvert d'autres aspects dans cet accord de paix qui ne figuraient pas dans l'accord cadre qui avait été signé en juin par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Et je suis en train de raisonner. Je suis en train de raisonner et je suis en train de lire les comportements, l'attitude, l'expression faciale et de corps des uns et des autres, surtout de ces deux chefs d'État. Toujours sur la forme, vous vous rendrez compte que, parce qu'à partir du moment avant la signature, avait dit que le président de la République ne devait pas signer un autre accord que celui qui a été signé entre les deux ministres des Affaires étrangères. Alors, je me dis que dans cet accord, on avait déjà décrié ici le fait qu'il y ait trop d'exigences à la RDC, mais pas assez pour le Rwanda. On demande trop à la victime, qui est le Congo, mais pas à l'agresseur. Celui qui doit installer les conditions pour que la paix revienne dans l'est de notre pays, c'est Paul Kagame, en retirant bien entendu ses militaires de notre sol. Mais cela est prévu dans le texte, mais sur terrain, ça ne s'applique pas. Et lui prend pour prétexte le fait qu'il y a le FDLR qui doivent être neutralisés et démantelés avant et par qui? Par le gouvernement congolais. Ça, c'est le narratif du Rwanda. Mais tout le monde sait que la partie où est supposé se retrouver les FDLR, parce que les FDLR ne sont pas au Congo central, ils sont pas au Kasaï, ils sont pas au Sankour, ils sont dans l'Est. Et là, cette partie est contrôlée aujourd'hui par l'AFCM 23, soutenue par le Rwanda. Mais comment dans l'accord, on va donner la responsabilité au FARDC de neutraliser les FDLR dans une zone qui n'ont pas le contrôle? Mais j'ai suivi la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui a dit lors de la conférence de presse que les engagements signés prévoient une concomitance entre le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation. Mais la concomitance, ça veut dire quoi dans le cas d'espèce? Il faille quand même qu'on commence quelque part. Dans le mécanisme de l'application de l'accord, nous devons savoir quelle est la première action qui sera posée. Est-ce la neutralisation des FDLR et comment? Est-ce le retrait des troupes rwandaises? C'est quelque chose de plus facile à faire, de retirer les troupes rwandaises et de s'occuper des FDLR après. Mais le Rwanda vous dira non, il faut d'abord commencer par les FDLR. Et pourtant, c'est le Rwanda qui contrôle la partie où est supposé trouver le FDLR. Et moi, ce que je n'ai jamais compris, madame, c'est aussi le fait que le gouvernement congolais, d'une part, dans les accords, accepte qu'il y a les FDLR, qu'il faut les neutraliser, bien entendu, mais d'autre part, quand on les entend dans le point des postes, tout ça, on nous dit qu'il n'y en a pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut croire? Et donc, madame, je vais finir par là. La prudence, si vous lisez le discours du président Tshisekedi et de Paul Kagame, vous allez sentir la prudence dans le propos de l'un et de l'autre. En ce qui concerne l'application de l'accord, Kagame même me dit, lui voit déjà le négatif, parce qu'il dit que si cet accord ne s'exécute pas demain, ça ne sera pas la faute à Donald Trump, ça sera la faute à nous deux, donc au Congo et au Rwanda. Et nous savons déjà que sur ce point-là, les deux pays sont totalement opposés sur le mécanisme de l'application de cet accord. Donc, moi, je reste dubitatif, franchement, sur l'issue ou sur l'application de la mise en œuvre plutôt de cet accord. Donc, la paix n'est pas encore proche. Mais sinon, par rapport à votre réaction, hein, vous dites que vous avez été dubitatif. Je reviens encore sur la ministre des Affaires étrangères qui a dit aussi qu'une continuation de violation ne veut pas dire que l'accord est caduque. Non, l'accord... C'est-à-dire que c'est si ça vous rassure quand même. Si l'accord ne s'exécute pas, ou si l'exécution est renvoyée au lendemain toujours, pour moi, c'est un accord qui n'existe pas. Surtout que ça ne ressort pas le mesure contraignante pour les différentes parties. Merci. Gérard Lemba, votre sentiment, votre réaction après la signature de cet accord? Merci madame, comme venait de dire mon frère. En tout cas, dubitatif, je ne le suis pas. Moi, je reste très optimiste par rapport à l'accord. Là où je partage, c'est qu'il a eu à analyser
la symbolique du fait que les deux chefs d'État ne se sont pas salués, c'est quand même fort comme message. Mais nous allons pas peut-être nous attarder par rapport au symbolique. Certes, ça peut présager un mauvais départ, mais au moins, au nom du patriotisme, du fait que nous avons été toujours la victime, nous sommes censés promouvoir, soutenir cette signature aussi de Washington. Parce que je vais peut-être emboîter peut-être le pas dans son sens. J'ai vu lorsqu'il y a eu signature de déclaration de principe, c'était Donald Trump qui était au milieu. Curieusement, cette fois-ci, j'ai vu Donald Trump à côté, alors que Paul Kagame était à côté de Félix. Certes, il peut y avoir diverses interprétations. Je peux me dire, hein, en patriote, je peux me dire que en patriote, le fait de mettre Paul Kagame au milieu, c'est aussi un message. Nous sommes dans les symboliques, chacun peut peut-être donner son interprétation, mais je me dis que il est pris cette fois-ci dans sa propre signature pour dire qu'il n'a plus d'issue où sortir pour continuer encore à prétexter avec l'agression. Donc, de part et d'autre, nous pouvons voir ça dans le côté positif, quoi. C'est que j'ai suivi, je crois, Louis Watum Kabamba qui disait que l'engagement c'était une bonne chose quand il saluait les chefs d'État pour cette prouesse diplomatique, mais la mise en œuvre reste encore un problème. Il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre. J'ai entendu encore Vital Kamerhe qui parlait de la sincérité légendaire de la RDC en termes de ces processus-ci. Nous n'avons jamais eu à poser problème. Mais quand vous prenez de l'autre côté, j'ai encore suivi, je crois, Macron, le président français, le fait qu'il salue l'accord, je me dis que c'est encore un message. Pourquoi? Parce que le succès de cet accord ici ne peut pas être s'accaparer par rapport aux États-Unis. C'est ça peut-être en termes de diplomatie. Il va un peu jouer sur les rayonnements de la France pour que la France soit aussi citée. Quand vous analysez les mots employés par Donald Trump, quand il dit par exemple que pendant plus de 30 ans, aujourd'hui, pendant plus de 30 ans, cette guerre a causé plus de 10 millions et qu'aujourd'hui, les États-Unis ont réussi là où beaucoup ont échoué. Qui sont ces beaucoup? Oui, donc nous pouvons encore parler de Nairobi, nous pouvons retourner à Luanda pour parler encore elle-même de la France. Donc, quand tous ces présidents des différents pays commencent à se prononcer, c'est justement pour que l'Amérique, pour grignoter un peu sur les succès de l'Amérique. Mais d'une manière générale, je ne pense pas que nous allons faire ici l'étude, comme on dit, l'exégèse, hein, l'étude des mots ou des concepts, tant que nous savons que l'engagement de la signature est une étape, mais la mise en œuvre encore en une étape. On peut peut-être prendre les mots ici pour dire que les retraits n'aura pas eu lieu et que ceci n'a pas été respecté ou peut-être n'a pas été favorable pour la RDC. Mais la mise en œuvre, la mise en pratique, ce sera autre chose. Donc, d'une manière globale, je peux dire, comme beaucoup de Congolais que j'ai entendus, que c'est quand même un succès ou une victoire de la RDC, tant que ça peut apaiser. Ça peut apaiser, ça peut donner une solution et donner un avenir. Ça peut apaiser, qu'est-ce que vous sous-entendez par ça peut apaiser? Parce que vous dites que... Oui, Donald Trump il y a encore des problèmes. Qu'est-ce que vous... Oui, madame, c'est quand même un processus. Vous entendez par c'est quand même un processus. Depuis la déclaration, la signature de la déclaration des principes, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme pessimisme de certains Congolais? Pour dire que sur terrain, alors que juste... après cette signature-là, il y a eu quand même un résultat. Et qu'aujourd'hui, c'est l'accord proprement dit qui a été signé. Je suis sûr que l'implication de l'Amérique, ce n'est pas
ce n'est pas bénigne comme on dit. Donc nous allons voir l'Amérique s'impliquer dans les processus jusqu'à la fin. Parce qu'il s'agit quand même des États-Unis ici. Ah, plus fort. Bien sûr que oui. Là où on ne souligne pas assez, c'est que en réalité, que ce soit pour la RDC ou Kigali, c'est un accord imposé. Il y a une contrainte. C'est comme ça que mon frère disait que c'est comme si ils ont eu à trouver quelques aspects ou quelques dispositions qu'ils ne se retrouvaient pas à l'origine. Je peux peut-être partager, puisqu'il a analysé même l'attitude des deux présidents, mais l'Amérique s'est impliquée non pas pour l'intérêt des États ou l'intérêt de la RDC contre le Rwanda ou peut-être contre la Rwanda. Non, c'est premièrement pour le rayonnement de l'Amérique. Donc, il a eu à imposer. Voyons, on peut voir la suite, surtout dans la mise en œuvre. Nous espérons que cette fois-ci, tout le monde est un peu donc on peut déjà aller faire l'accueil triomphal, hein, comme nous a appelé Mbata. Oui, le professeur a parlé. Vous savez qu'il y a toujours les faucons et les... en politique, il y a toujours les faucons et les colombes. Donc, les pauvres appeler tous les Congolais pour aller accueillir les chefs de l'État. C'est justement, je ne sais pas, à chaque étape, qu'est-ce qui fait que ce sont plus les Congolais qui se réjouissent par rapport à la signature d'un quelconque accord, alors que du côté... Il n'y a pas une semaine. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Que dans ce qui était prévu pour le 4 ici, lui n'était pas là. Il a eu à les minimiser, mais voilà que à la date, il s'est présenté physiquement. Donc c'est pour dire simplement que s'il y a de l'hésitation du côté Rwanda, c'est simplement parce que, d'une manière générale, globale, c'est vraiment à notre faveur qu'on arrête un peu avec la hache de la guerre. Voilà. On va revenir pour d'autres questions. Merci. Nico Faye, votre sentiment. Nico, vous serez aussi à l'aéroport. L'accueil triomphal. Quoi faire? Quoi faire là-bas? Accueillir le chef de l'État. Faire quoi à l'aéroport? Madame, vous plaisantez ou quoi? Et ça, c'est une insulte. Et qui dit ça? D'ailleurs, un professeur qui se disait tout le temps, je suis professeur de droit. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est digne d'un professeur de droit. Ce n'est pas lui qui chantait là-bas, comment vous chansons là de l'anniversaire là, c'est quoi? Des bails, des quoi? Et puis, hein? Happy birthday Hein? to you. Happy birthday to you. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est digne d'un professeur. Et puis, mais vous allez me faire choisir pourquoi? Les bombes sont en train de Total Buvumbi. C'est la première fois qu'on nous dit c'est Philippe Toumbessili. On a vu des panneaux ici. Depuis qu'on avait vu les panneaux jusqu'aujourd'hui, il y a combien d'agglomérations qui sont passées sous le contrôle du M23? Mais on ne peut pas quand même finir une guerre de 30 ans en La guerre de 30 ans. une journée. Attends, ça c'est un discours de Mobutu, c'est leurs enfants. D'un côté, ils disaient Kabila a mené la guerre. Est-ce que dans le cas, il a fait 30 ans? Et ils gagnent à tous les coups. Hier, ils étaient partenaires pour le président de Kagame. Il y avait la guerre ou pas? Hier, ils ont dit qu'il ne faudrait pas se battre pour développer les terres. Il y avait la guerre ou pas? Je veux comprendre d'abord que chacun parle ses mots. Partenaires privilégiés. Mais vos prétendus 30 ans là, ils étaient là ou pas? La guerre n'a jamais fait 30 ans. Faux et archi-faux. Ils veulent maintenant justifier leur incompétence et leur échec. Voilà comment. C'est ça. Au cas du courant, Nico, qu'est-ce qui se passe? Hey. Qu'est-ce qu'on compte? Ces gens ici nous prennent pour qui? Est-ce que d'abord, Trump est-il un monsieur sérieux sur qui il faut compter?
Dans quel pays, dans quel accord Trump s'est lancé et qu'il y a eu des accords équilibrés? Prenez tous les accords auxquels Trump a participé. Ce sont toujours des accords déséquilibrés. Voyez ce qu'il a fait, là où on peut parler de la pure agression. Moscou et Kiev. Mais quel est l'accord qu'il veut faire signer à Kiev? Un pays qui est au point de vue de droit agressé. Mais il voulait aller négocier avec Moscou à l'absence de Kiev. Et pour qu'il repose cela à ce dernier. Voyez les termes de son plan qu'il a proposé. C'est déséquilibré. C'est-à-dire, il a donné presque tout, il a donné presque droit à toutes les revendications de Moscou. Là où on parle de la pure agression. Qui peut douter aujourd'hui que les troupes russes n'agressent pas Kiev? Mais il veut que Zelensky n'ait pas trop de revendications. Que Zelensky accepte et céder même des territoires. Voyez ce qu'il a fait signer à Hamas. Est-ce que cet accord a été équilibré? Parce que j'entends ici, ce sont les États-Unis. Les États-Unis. Combien de fois les États-Unis sont dans les démarches pour trouver des paix? Ils sont au Soudan. Au Soudan, ça fait combien de temps? Mais on dira que les contextes ne sont pas les mêmes. Ça, il s'agit de la RDC. Les autres contextes sont mauvais, mais lorsqu'il s'agit de vous, alors ça devient bon. Washington n'a pas trouvé de solution au Soudan. La guerre continue. Plusieurs fois entre Israël et Palestine. Ça continue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous garantit? Parce que c'est vous. Et d'ailleurs, si c'est dans cet accord-là, on a cité le FDLR combien de fois? 40 fois. On a cité le 23 que 2 fois. Y a-t-il un lien entre le Rwanda et le 23? On n'a pas fait allusion à cela. Il n'y a pas de lien. Comme pour vous dire que cet accord et ceux qui sont en Goma seront en train de dire que ce qu'on a signé là-bas ne les engage pas. Et M23. Le M23, entre nous, en fait comme en droit, en quoi ce qu'on a signé là-bas engagera le M23? Parce que, je pose une question qui est comme une réponse, bien sûr. Parce que les M23 sont comment ils appellent ça? Les pantins. Hein? Ils sont utilisés par le Rwanda. C'est-à-dire que les supplétifs, voilà. Ce discours, je ne cesse de vous répéter. Lorsque l'AFDEL venait, les Mobutistes et leurs enfants ont tenu le même discours. Les pantins, les supplétifs. Marionnettes, pantins. Nous n'allons, il n'y aura, d'ailleurs, je me rappelle, Baza Moukala avait dit, il n'y aura aucune porte ouverte, ni entrouverte aux négociations. Les rebelles, comme d'hab, cherchent les négociations quand ils commencent. Le gouvernement refuse. Et après, les demandeurs avaient changé de camp. Celui qui cherchait les négociations a commencé à refuser les négociations. Celui qui ne voulait pas les négociations a commencé à chercher les négociations. On a vu cela et je pose la question à ceux-là qui ont qualifié l'AFDEL de marionnettes. Au bateau Outenika, au bateau sud-africain Outenika, citez-moi les Rwandais qui étaient là lorsque Mobutu, Gérard Kamanda, qui d'autre encore était à ce côté, bon, on ne mettrait pas rigueur. De l'autre côté, j'ai encore cette image, il y avait Mouzé, il y avait Kakuji, il y avait Kongolo Mwenze et Bizima Kara. Mobutu avait encore demandé la présence de Rwandais, parce que l'AFDEL, on le sait qu'elle était soutenue par le Rwanda. Mais lorsqu'il s'est agi de négociations directes, je n'ai pas entendu encore le régime de Mobutu réclamer encore la présence du Rwanda.
je vis Mobutu et sa bande d'un côté, Mouzé aussi et sa bande de l'autre côté. Ça devait se passer comme ça. Ça doit, retenez, je suis l'œil de l'aigle, ça doit, pour prétendre à une paix, il faut que ça se passe. Je sais que les envoûtés ne vont très mal digérer cela. Mais à ma qualité de procureur général pour le peuple, l'œil de l'aigle, il ne faut pas attendre une paix durable si d'un côté il n'y a pas ceux qui contrôlent Goma et ceux qui contrôlent Kinshasa. Mais Ça, Gérard a soulevé la force des États-Unis. Il dit que c'est j'ai dit, une je vous ai dit imposition. la force des États-Unis. Une imposition. Au Soudan, entre le général Emeti et Abouram, ça fait combien d'années? Les États-Unis n'étaient pas là. Et surtout, c'est complexe lorsqu'il y a des conflits internationaux. S'il y avait une guerre ouverte entre Kigali et Kinshasa, ça se comprendrait. Mais ici, il y a un conflit où il y a la présence des nationaux. Et ces nationaux vont vous dire, nous avons nos causes profondes. Nous voulons qu'il y ait la gestion saine de revenus nationaux. Nous voulons une bonne gestion, pas de gestion de tournement. C'est ça, c'est là où on va s'accrocher. Je ne vois pas un étranger venir dans un pays interdire aux nationaux de revendiquer. Impossible. Impossible. Merci. C'est pour cela il faut savoir saisir la balle au bon et éviter que la situation, éviter que les choses, qu'on cherche à régler les choses avec un grand retard. D'ailleurs, nous sommes déjà en grand retard dans la mesure où Bunagana, c'est genre plus de 1361 jours, il n'y a pas, Kinshasa n'a pas montré ses biceps, et qu'aujourd'hui, même aujourd'hui sur le terrain, c'est toujours le 1-23 qui a le monopole d'initiative. Attendons voir, c'est ça Non, le début. oui, nous disons attendons voir. Merci. Mais ce n'est pas tout, il faut, et je finis par là. Cette constitution, les mêmes bouddhistes, opportunistes qu'ils sont, ils disent que la constitution est des étrangers. Une constitution passée au référendum, mais il la qualifie des étrangers. Maintenant, posons la question. Les papiers qu'on est en train de signer à Washington, qui ne restent même pas par référendum. Ces papiers signés à Washington sont plus nationalistes qu'une constitution qui était passée au référendum. Cette constitution, passée au référendum, même chez Akamunchin, même à Bunagana, même en Dondo-Boutegi, même à Nyenyempi, à Kitoi, les gens ont voté. Mais on a qualifié cela d'étrangers. Mais les papiers qu'on signe aujourd'hui à Washington sont plus... Je reviens à vous, Nico Faye. Alors, Serge Nteka, bonjour, on ne s'était pas encore salué. Bonjour madame, bonjour aujourd'hui sur cette plateau, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, Serge Nteka. La question qu'a soulevée Nico Faye, c'est quand même pertinente, hein, la question du 1-23. Qu'adviendra-t-il le sort du 1-23? Parce que là, on a vu hier William Ruto qui a affirmé que le 1-23 n'est pas un problème du Rwanda, c'est une affaire entre Congolais. Ça, c'est William Ruto. Comme la guerre de l'AFDEL aussi, c'était un problème entre Congolais. La guerre de l'AFDEL, on a dit que c'était les Congolais. On a mis Laurent Désiré qui n'était pas protagoniste, qui n'était pas au départ de l'action, au devant. C'est l'histoire qui se répète. Mais moi, je pense qu'on doit distinguer les contextes. Ce qui se passe, ce qui se joue à Washington aujourd'hui, ce n'est que la réparation de ce que les États-Unis ont causé il y a 30 ans. Il faut replacer cela dans le cadre de la politique intérieure des États-Unis, où les démocrates et les républicains se rentrent dedans. Une guerre de suprématie, une guerre d'ego. Quand le républicain, comment les démocrates prenaient le pouvoir par Clinton, qu'est-ce qui s'est passé? La reconfiguration de la politique en Afrique centrale avec la chute du mur de Berlin.
C'est-à-dire le pouvoir qui a été donné en Afrique centrale, au Zaïre, a été déplacé vers l'Est, vers le Grand Lac. Vous voyez le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont aidé, donné la force à l'Ouganda qui a aidé Kagame à prendre le pouvoir. Et ils se sont servis du Rwanda et le Rwanda s'est servi des Congolais. Ah, le problème est que, en écoutant Nico Fall, c'est comme s'il s'agissait des Mobutistes et des autres. Non. Ce sont les Congolais qu'on est en train de mettre dans la poussière, dans la boue. L'esprit panafricain a disparu. On oublie qu'on est des frères. Aujourd'hui, nous nous regardons comme des adversaires. Non. Nous faisons le jeu des autres. Et regardez, ce sont les mêmes Américains aujourd'hui. Vous avez vu? La première fois que moi je vois des gens qui signent un accord sans se saluer. Mon ami a dit tout à l'heure que la personne qui était radieuse hier, c'était Trump. C'était Trump. Il a réussi un coup. Il a réussi à retourner le jeu, d'abord à l'interne. Les auteurs de cette crise ici, ce sont ces adversaires politiques qui l'ont viré du pouvoir, qui l'ont condamné, qui l'ont mis dans toute, excusez-moi, j'allais dire un mot qui n'est pas approprié, dans toutes les difficultés politiques à l'interne. Et Trump vient, un opérateur économique averti, quel intérêt lui a à remettre la paix en République démocratique du Congo ou en Ukraine? L'intérêt des États-Unis. C'est un businessman, quelqu'un qui reçoit Ronaldo dans son bureau parce que le monsieur a presque plus de 500 millions d'habitants de followers dans ces plateformes. C'est-à-dire, il s'en sert. Lui, c'est pas seulement un animal politique, c'est un animal économique. Ces accords poursuivent quoi? Le retour des États-Unis sur le plan terrain économique. Ils ont abandonné l'Afrique centrale, ils ont abandonné la RDC, ils sont allés vers le Rwanda. Les autres, les républicains, ont utilisé l'Ouganda et le Rwanda pour piller. Mais la stratégie de Trump, c'est de formaliser. Il ne va pas mettre fin à l'exploitation des autres, ils vont le faire maintenant au vu et au su de tout le monde, mais dans un cadre, avec tout ce qu'on appelle ici les mécanismes de contrôle et tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet accord? Parlons de l'accord. Il cite les accords des Nations Unies, il cite Doha, il cite tout ce qui s'est passé ici en Afrique. Donc, ce sont des éléments qui pouvaient déjà, si on était de bonne foi, si on ne dépendait pas de la volonté extérieure de l'Afrique, résoudre ces problèmes. On signe un accord pour nous obliger à appliquer ce que nous-mêmes avions signé à plusieurs reprises dans plusieurs meetings. C'est-à-dire que les Africains, nous devons ouvrir l'œil et le bon. Arrêtons de nous regarder comme des étrangers. On est encore une fois en train de jouer avec nous. Ça, c'est le jeu des étrangers. Les chefs de l'État sont allés pour signer les accords. On a vu les attitudes du président Tshisekedi, on a vu les attitudes de président Kagame. C'était vraiment des gaietés des cœurs. Je veux pas rentrer dans des supputations, mais est-ce que c'était des gaietés des cœurs? Et signer un accord ne signifie pas l'application de la fin de la guerre. Isaac Rabin et Yasser Arafat ont signé au camp David, aux États-Unis, avec Ronald Reagan, à l'époque, des accords de paix. Allez-y me dire si au Proche-Orient, il y a la paix. Si en Palestine aussi, aujourd'hui, il y a la paix. Mais la finalité, c'est quoi? Le peuple a besoin de la paix. Donc, si ça il y a des préalables. Il y a des textes qui demandent que nous, avant le commencement de tout, nous puissions démobiliser les FDLR. Nous avons pris cet engagement-là à travers des textes. Qui peut aujourd'hui documenter où se trouvent les FDLR? Quels sont les moyens que nous disposons aujourd'hui pour les démobiliser? En pratique, ça ne va pas être aussi aisé que cela. Le Rwanda parle des forces de contrôle répressive pour le mot m'échappe. Mais comme le disait Faye tout à l'heure, mais on ne peut pas citer le M23 quand on sait que le M23 c'est le pur produit du Rwanda. Aujourd'hui, Nanga a quoi avec tout ce qu'il a comme mine pour soutenir la guerre? Quand on sait qu'une balle peut coûter entre 2 et 5 $.
Il en faut combien pour mener une guerre? Il faut des chars de combat, d'auto d'assaut et tout cela. Nanga a quoi pour le faire s'il n'est pas soutenu par les gens qui sont soutenus par ceux qui donnent l'argent? Parce que le Rwanda n'a pas l'argent pour mener la guerre entre nous. Que cela soit dit. Le Rwanda est soutenu par ceux-là même qui ont tiré depuis 30 ans. Et ça fait 30 ans que nous sommes en guerre. Ça, il ne faut pas les nier. Ce n'est pas politique. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu durant 30 ans. La guerre, ce n'est pas seulement l'absence des armes. L'insécurité, vous êtes occupé, assailli par des étrangers. C'est une guerre, mon frère. Mobondo, c'est une guerre. Je parle de l'Est. Non, Mobondo. Non, ne les perds pas. Ne rentrons pas dans des comparaisons qui ne nous amèneraient à rien. Aujourd'hui, ne comparons pas les époques, parce que de tout le temps, nous avons toujours, que ce soit Laurent Désiré, que ce soit Mobutu, que ce soit qui que ce soit, ont toujours été manipulés par les autres. Arrêtons de nous mettre dans des carcans. Nous sommes des Mobutistes, nous sommes des Tshisekidistes, nous sommes des journalistes, chers frères. Et s'il n'y a pas des intelligences qui réfléchissent indépendamment de ces carcans politiques, des cloisons politiques, nous allons tuer ces pays. Et moi je dis, nous sommes encore une fois dans le jeu des autres, dans le jeu de l'Occident, l'Amérique qui essaie de faire volte face à tout le monde. Quand tout le monde voudrait soutenir le Rwanda, Kagame lui dit, moi je vais directement en RDC, corridor de l'Obito, exploitation, on chasse les Chinois, ils récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer. Il va chez Zelensky pour chercher les terres noires et tous les autres. Il essaie d'imposer un tout petit peu la volonté de la Russie pour récupérer, c'est l'opérateur économique qui est là. Ce n'est pas un politique. Et il fait en sorte que lui, Trump, puisse élargir son empire politique, que les États-Unis puissent gagner et que démontrer que les démocrates et tous les autres étaient dans le faux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je retiens de vous que, c'est-à-dire comme il y a l'implication des Trump qui est un économique, la situation va aller. C'est pas pour l'amour du Congo, ni des Congolais. Qu'on ne se trompe pas, il ne le fait pas pour nos beaux yeux. Il le fait parce qu'il a compris que là où tout le monde va, et lui ne peut pas aller, s'il veut gagner, il reste là où il est, il crée. Et on va ses règles de jeu, il crée. Et on va retrouver la paix. Non. Mais on est obligé, on sera obligé. Ils ont mis des millions, presque des milliards pour faire le corridor de l'Obito. Ça va sortir par l'Angola. Pas par illégaux pour rejoindre les Matadi. Ça va sortir par illégaux. Quand vous parlez de Trump, vous l'isolez aux États-Unis ou bien on va prendre les États-Unis? Parce qu'en 2002, avec Kabila, lorsqu'on a vu Kagame, Kabila, c'était Bush, hein? Et oui. C'était aussi les États-Unis. Là, vous l'isolez. Non, je fais la part des choses. Il faut suivre. C'est au nom des États-Unis, au nom de la suprématie des États-Unis. Mais à l'interne, il y a une guerre politique entre diplomates, démocrates et républicains. Ça, on peut pas. La politique des États-Unis, c'est toujours comme ça. Depuis longtemps, les républicains avaient soutenu Mobutu dans ses politiques et tout. Et quand les autres sont arrivés, ils ont trouvé que leurs intérêts s'étaient tournés vers l'Est, vers le Grand Lac. Et lui revient, il veut recentrer les choses. Comment se fait-il qu'eux qui avaient tout dans ces pays, ils ont laissé, les Chinois sont arrivés, ils ont pris des parts dans des mining et tout le reste, et se souviennent qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir les terres rares, et puis depuis toujours, depuis 60, je vais vous dire une vérité, même avant, le Congo a toujours été contrôlé. C'est avec le produit des Chikolobwe que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un pays comme le Congo entre les mains de n'importe qui, parce que nous pouvons commercer contre les adversaires des États-Unis et leur donner les moyens de le frapper. Suivez mon regard. Hein, vers la Corée du Nord et tous les restes, ce qu'eux ont appelé l'axe de mal. Beaucoup de gens dans ces pays ont payé à cause de cette histoire-là. Donc, nous devons comprendre que nous sommes le Congo. Faye, c'est mon ami, c'est mon frère. Et la condition pour parvenir à cette paix, nous devons nous parler à l'interne. Comment on peut aller parler avec... On peut pas se passer, hein. Comment on peut aller parler avec celui-là qui a fait la guerre pendant 30 ans et on s'est dit incapable de regarder Faye ou mon ami Gérard à ma gauche, que je sois incapable de parler avec lui. Ça sera vraiment une contradiction et je pense que je raisonne en congolais, je raisonne en journaliste congolais, j'ai dit, c'est une avancée par le fait que l'affaire a été prise
en charge au plus haut niveau aux États-Unis, par là où le problème est parti. Ne nous leurrons pas, ce n'était pas Mobutu, c'était les États-Unis. Merci. Kabila est mort à un certain moment parce qu'il a voulu Kabila Laurent, se soustraire à ces schémas-là. Quand on y entre, on n'en sort pas. En tout cas, pas vivant. Et c'est à nous de comprendre que si nous faisons un front, nous pourrons un temps soit peu résister à cette manipulation qui veut nous séparer, qui veut nous faire regarder comme des ennemis. Il y a lieu de s'interroger sur les résultats sur le terrain, hein, parce que beaucoup croyaient, les Congolais, les citoyens lambda, que ce sera comme une baguette magique après cette signature. Non, je dis tout de suite qu'il y a le côté paix politique et le côté économique. Avec cette signature, aujourd'hui, ne me dites pas que les bombes ne tombent plus. C'est un processus parce qu'il y a des préalables. Il y a des comités qui ont été mis sur pied pour surveiller. Ou s'il y a des plaintes, mais il n'y a pas de contraintes. La difficulté dans cet accord, il n'y a pas de contraintes. Donc à un certain moment, tout le monde peut jouer au foot, essayer de gagner du temps comme dans un match de football, jouer au chrono, parce qu'il s'agit aujourd'hui des intérêts. Imaginez ceux qui sont en train d'exploiter Bunagana aujourd'hui. Près de 500 tonnes jour ou semaine, je ne sais pas, d'or. Un lingot, 1 kilo d'or coûte 80 000 $. Vous avez 500 kilos de tonnes, vous avez combien? Et vous pensez que ces gens-là vont déposer des armes parce que les gens sont signés aux États-Unis. Il faudrait un côté, une partie des contraintes, de manière à ce qu'ils puissent entendre la voix. Mais je pense qu'avec les États-Unis qui sont à quelque peu, qui peuvent parfois se comporter en voyous, on l'a vu avec Ben Laden, avoir le moyen d'imposer leur dictat. Voilà, merci Serge. Nico Faye, je vois de la pression. Et Serge a dit parlons congolais, Oui, parlons patrie, parlons nation. Parlons Congo. Et pour parler Congo, et correctement et valablement, il faut poser les vrais problèmes. Pourquoi on parle plus de FDLR, mais les M23 qui est aussi un problème au niveau interne, on parle de moins en moins. Non, mais j'ai parlé des propos de la ministre des Affaires étrangères. Non, c'est-à-dire les deux États se sont engagés aussi à faciliter et accompagner les processus de Doha. Il y a plusieurs textes qui sous-tendent cette démarche. Il y a plusieurs, il faut les lire tous pour comprendre. C'est pour ça. L'accord renvoie à plusieurs accords, à plusieurs textes. C'est pas, vous n'allez pas trouver ça dans ça. Il faut aller lire tout ce que l'accord est en train de citer. C'est ça que nous sommes en train de dire. Non, même déjà au niveau de l'accord de paix là. Oui, au niveau de l'accord de paix, c'est déjà prévu que les deux États accompagnent le processus de Doha, là où se trouve le M23 face au gouvernement. Justement, mais si on va dans d'autres textes, on aura la réponse à la question des failles. Ouais. On aura la réponse à la question des failles. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Aucune paix durable ne s'en passera de rebelles du M23. D'où il faut engager le plus vite des contacts, des négociations avec ceux-là qui sont des problèmes au niveau interne. 1+4 dont nous parlons. Parce que j'ai évoqué la situation de 97. J'évoque aussi un autre cas de 1+4. Les mêmes discours étaient dit. Il faut que le plus retienne que l'accord de Lusaka avait été signé à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mouzé. Mais Mouzé, à un moment, il a dit, je ne négocie pas avec les Bébas. Parce que ce sont des marionnettes de l'Ouganda. Mouzé avait bloqué l'accord de Lusaka. Parce que quand on est au pouvoir, on tient le même discours. Mais lorsque c'est le il faut que les gens retiennent qu'après que l'accord de Lusaka ait été signé, il n'avait pas été mis en application. Et lorsqu'on a cherché maintenant à débloquer la situation par Kabila Joseph, nous avons eu l'accord global inclusif, il y a eu le MCD Goma d'un côté, il y a eu le MLC de l'autre côté, et d'autres, Boussanamou, se consortent. C'est ainsi qu'on a eu la paix. Mais attention, cette fois-ci, on a dit qu'il n'y aura pas mixage, brassage. J'ai dit, mais alors, ça, vous voulez quelque chose, elles sont contraires. Dites-moi maintenant, tous les hommes armés que détient Nani Corneille vont aller où?
Cas par cas. On va examiner cas au cas par cas. Admettons qu'il a 50 000 hommes, cas par cas. Ça serait traité dans combien de temps? Ça serait traité dans combien de temps, madame? Et ne pensez pas qu'il y a d'autres pays qui ne sont là que pour résoudre vos problèmes. Les problèmes sont partout. Vous n'êtes pas une priorité. Nico, vous voulez quoi? Qu'on puisse intégrer tous les hommes, des dialogues, partage des gâteaux et tout ça. Vous pensez que vous aurez une paix durable en émargeant le M23? Vous ne l'aurez pas. Je sais qu'aujourd'hui ça peut vous faire du mal. Mais le jour viendra, vous verrez, ah, j'avais raison. Vous n'aurez pas de paix durable sans des négociations directes à besoin que le M23 et le plus vite. Mais ça doit servir de leçon aux autres qui ne vont pas prendre les armes n'importe comment. Ça doit servir de leçon. Non, ça servirait de leçon si Kinshasa prend ses responsabilités en imposant, en brisant. Mais dès lors que Kinshasa est incapable de briser la résistance, d'imposer la paix, d'imposer la tranquillité, d'imposer la sécurité, ça va donner des leçons comment? Merci. Ça donnerait des leçons si... La parole est à Gérard. C'est Gérard après vous. Oui. Vous avez quelque chose à placer? Non. Passez la parole. Gérard, les victimes, on dit que dans cet accord, les victimes ne sont pas prises en compte. Ces victimes, les rescapés et autres. Madame, si on doit suivre Nico attentivement, c'est comme si il a toujours tendance à dissocier le rôle du Rwanda ou l'implication rwandaise avec le M23. Dans cet accord-là, dans son analyse, comment on peut mettre de côté le M23. Mais le tout a été traité globalement. Le tout a été traité globalement. La dimension interne, oui, nous parlons de Doha et Kosovo, qui ne le veut pas, qui ne le sait pas que dans l'avenir, dans un proche avenir, s'il y aura un dialogue, c'est justement pour résoudre ce problème-là. Mais on ne pouvait pas commencer à amorcer ce dialogue-là et oublier l'essentiel qui est l'implication rwandaise dans notre agression. C'est même les pourvoyeurs. Nico, ce n'est pas à toi qui dois apprendre que c'est une guerre. Ça c'est Nico. Tu as toujours cette faiblesse-là d'interrompre. L'M23, tu as toujours cette faiblesse-là. Nico, quand tu parles, nous autres on écoutait. Alors que c'était aussi de fausseté. Une guerre ne se déroule pas comme dans un match de football. On donne un dernier coup de sifflet, c'est fini. On ne doit pas quand même pas te apprendre des histoires aussi élémentaires comme ça, Nico. Tu es grand intellectuel, quand tu passes, il ne faut pas faire... Serge ici a élevé les débats pour montrer un peu l'inefficacité ou l'inconscience de la classe politique africaine. Ça c'est qu'on a élevé les débats. Tu es toujours dans ces histoires-là des carcans, les enfants des Mobutistes et leurs enfants, ça n'élève pas. Tu es un enfant de Nico, Faye. Ça te gêne en quoi? Faye. Gérard, analysez. Ça te gêne? Mon problème, c'est que dans l'avenir, l'histoire va retenir que un jour, dans nos plateaux de télévision ici, nous avons mis à nu l'incapacité ou l'inconscience des dirigeants africains. Pourquoi? L'essentiel de ce qui a été dit au niveau du Nairobi, je prends encore Luanda, ce n'est pas en réalité, ce n'est qu'une reformulation qui a été faite par rapport à la signature de Washington. On a reformulé que les termes. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis qui s'est impliqués, en gendarme, mais cette fois-ci, et tout le monde, maintenant, nous sommes obligés de s'incliner. Non, Trump va porter l'étiquette de faiseur de paix. Mais c'est pas pour rien, j'ai le dire ici, que Macron tente toujours de grimper sur le succès pour dire qu'il a salué, il encourage Kosovo. Parce que Trump a utilisé les termes pour montrer que tous les restes là qui ont eu à tenter dans le processus de recherche de paix ont échoué. Voilà que c'est les États-Unis. Il a parlé même de 8e guerre qu'ils ont eu. Donc, quand vous vous référez à tant d'autres guerres là, ce n'est pas par un coup de sifflet d'un match pour dire que non, là c'est fini. Non, quand vous prenez Gaza, vous prenez, c'est pas Somalie. Chaque cas a un cas particulier. Mais ça, il faut combien de temps? Non. Nous parlons de la mise en œuvre. Ah, nous allons commencer, parce que Nico a toujours tendance à donner des dates de nombres qu'on sort. Mais tout se résume peut-être à la date du 4 décembre. Tout ce que tu as donné là,
depuis 742, Bunangana, les tout là, tu peux partir mais à partir de la date du 4 décembre pour dire que depuis le 4 décembre, où est maintenant le cas. Un jour déjà. C'est ce que j'ai dit. Que tu as eu maintenant une date historique. C'est que le chef d'État a appelé un tournant décisif. Tu en as maintenant une date. Alors, tu peux juger les victimes. La question était d'abord les victimes, on va terminer avec Philippe. Les victimes. On dit que les victimes ne sont pas, on n'a pas pris en compte des victimes dans l'accord. Non, j'ai suivi Mouyaya, j'ai suivi beaucoup de autorités ici. On dit que jamais, on ne peut pas, il n'y a aucun accord qui peut, c'est pas, éclipser ou minimiser l'aspect de la justice. Donc nos victimes, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait réparation. Merci. Alors, non. Nico, vous avez déjà pris la parole. J'ai répété ce qui... Nico, non, vous avez déjà pris la parole. Philippe n'a pas encore parlé. Avec cette question, ça soulève que c'est pas passé par le Parlement et tout, mais le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bourgi, qui a dit que le gouvernement accompagne. Le Parlement accompagne le gouvernement dans ce processus. Voilà un peu. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Ça présente même là-bas. Qui prévoit la loi lorsque le gouvernement veut engager des négociations ou un accord pareil? Est-ce que le processus légal a été respecté chez nous? Il ne faudrait pas qu'on mette seulement du politique, ok, en occultant tout ce qui est juridique. Alors, tout ce qui est légal, est-ce que la procédure a été respectée? Quand est-ce que le Parlement a été saisi pour que le gouvernement aille en négociation, ou est-ce que la Constitution prévoit que le Parlement doit donner l'autorisation au gouvernement d'y aller ou pas? Alors, en tout cas, à ce niveau-là, moi, de ma petite mémoire, je n'ai pas vu. Mais madame, ce qui me semble le plus important ici, c'est que on ne peut pas croire que quand on est dubitatif par rapport à cet accord, on n'est pas patriote. On est aussi patriote. Mais seulement, quand on ne voit pas clair, on a le droit de dire que là, on ne voit pas clair. Ok? Et cela ne suppose pas non plus qu'on est contre les institutions ou on est pour les institutions. Ici, c'est une question de notre avenir commun. Parce que le pouvoir passera, le régime passera. Il y a d'autres qui vont succéder. Il ne faut pas que ceux qui viennent nous disent encore non, l'accord que vous avez vu être signé le 4 décembre, là, ça a bradé nos richesses et là, on ne sait plus comment s'en sortir. Il y a un aspect économique. Dans cet accord, malheureusement, on n'en a pas parlé. Accord partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. C'est-à-dire que dans les clauses, les États-Unis auront un droit préférentiel par quoi à nos minerais. Mais quid de la Chine? Nous sommes aussi en partenariat avec la Chine. Et je me suis toujours posé cette question. Est-ce que le Congo est à mesure de gérer et la Chine et les États-Unis lorsqu'ils vont se disputer nos minerais? Ça va se passer comme ça. Attendez, mais nous avons un contrat avec la Chine. Si aujourd'hui, quelle est la puissance qui exploite la majorité de nos richesses, de nos ressources? C'est la Chine. Maintenant, nous allons dans un partenariat stratégique avec les États-Unis. Et les États-Unis aussi vont venir. Donc, on doit déposséder la Chine de certains minerais ou de certains espaces et donner aux États-Unis. Est-ce que le Congo sera à mesure de gérer ça? Alors moi maintenant je ne comprends pas comment les gens croient forcément en Donald Trump. Non, comme c'est Trump qui a dit, donc ça va se faire. Non, il a déjà des sérieux problèmes dans son propre pays parce que sa popularité s'effrite. Donald Trump n'est pas populaire pour l'instant aux États-Unis et il cherche comment reconstituer ça. Voilà pourquoi il est dans tel autre accord. Et puis il est aussi en course pour le prix Nobel de la paix. Il veut ces prix-là. Trump rêve d'avoir ces prix. C'est pourquoi il est aussi dans ces affaires-là. Est-ce que les Américains viendront s'installer chez nous pour imposer au Rwanda de sortir la Chine, c'est Rwanda. Non, ces troupes de notre pays. Ça ne se fera pas. Donc, maintenant, excusez-moi. Maintenant, la question de M23. Le président angolais, lorsqu'il a cédé la médiation, il a dit qu'une interview qui existe même sur YouTube, il a demandé au président Félix Tshisekedi de négocier et avec le Rwanda et avec le M23 en s'inspirant bien entendu de l'expérience angolaise lorsque l'UNITA et l'MPLA étaient en conflit.
Ils ont négocié et avec le rebelle et avec l'Afrique du Sud qui soutenait la rébellion. Donc, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous avons peut-être perdu assez du temps aussi pour revenir au schéma qui avait déjà été proposé. Parce que là, après avoir négocié avec le Rwanda, on finira désormais finalement pas négocier avec le M23. Mais le processus est entamé et irréversible. Déjà, par rapport à l'aspect économique, c'est pas contradictoire que la RDC collabore et avec la Chine et avec les États-Unis. Il n'y a pas d'exclusivisme. C'est-à-dire que la Chine n'est pas le propriétaire de ces pays. Et nous savons dans quelles conditions ce contrat qualifié de léonais a été signé, d'ailleurs revisité à plus d'une fois. Révisité, on a découvert que ce n'était pas en faveur à 100% de l'État congolais. Aujourd'hui, Doha a mis face à face le gouvernement et les M23. Et ces documents, ces accords signés à Doha, sont repris dans ce qui a été signé à Washington. Donc on ne peut pas épiloguer là-dessus, on ne peut plus discuter parce qu'il y a des dispositions arrêtées dans ces documents qui sont là. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, nous considérer comme Congolais, affirmer notre souveraineté. Nous avons le droit de traiter avec qui nous voulons, pour autant que cela nous rapporte quelque chose pour notre pays. Donald Trump, il peut être tout ce qu'il est, a eu l'avantage de mettre le doigt dans la plaie. Là où tout le monde a fait semblant, la France, même les États-Unis, l'Angleterre, il a convoqué les protagonistes. Il a nommé les problèmes. Pour une fois, le Rwanda a subi une pression contre elle. Reconnaissons ça qu'elle fait. Ça qu'elle fait. Non, c'est une prétendue pression là. Mais fait sur le terrain. Mais hier, c'était la signature. Kagame s'est moqué de nous. Mais s'il vous plaît. Il continue à se moquer parce qu'ils sont même pas serrés la main. Nico. La médiation c'est quoi? C'est la médiane, être humilié. Est-ce que Trump peut-il humilié? Nico, je dis autre chose. Vous comprenez autre chose. Que pour une fois, un chef de l'État occidental a pris à cœur, à bras, le corps, le problème de la RDC. Citez-moi un seul chef de l'État. Le président, le secrétaire général des Nations Unies a dit haut et fort que même les Nations Unies n'avaient pas le moyen de contraindre le M23. Est-ce qu'ils sont-ils contraints aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été... Le M23 est-il contraint? Nico, est-ce que tu peux me laisser parler? Je finis en disant que pour une fois, le problème congolais a été mis sur la table et je pense que c'est une grande avancée. Pour une fois. Mais l'accord global inclusif qu'on a eu, c'était à quel niveau signé par qui? Il y a eu 53% du territoire national qui est signé par qui? Quelle personnalité? Mais nous avons eu la paix. Mais c'était quelle personnalité? Dans quel bureau, monsieur? C'était dans quel bureau? Nous avons eu un théâtre sans qu'il y ait cette prétendue aux représentants. Nico Faye, attendez, Serge. 1+4. HDL, ça a été signé aux États-Unis. Papa, voilà. On n'a pas le sens de S'il vous plaît, je peux parler, Nico, je peux parler s'il vous plaît. Nous avons encore beaucoup à dire, mais désolé, parce que la télé c'est le temps. Merci Siam Tseka, merci Gérard Lemba, Philippe Kazadi, merci. Nico Faye, estimé. Oui,